Bonjour. Cette vidéo présente un résumé du premier principe de la thermodynamique qu'on l'a déjà fait en TD, mais je vois que cette partie de cours est très importante et mérite de la refaire. Et ça constitue généralement de la base de la thermodynamique et par conséquence de la thermochimie. Et ce sera généralement aussi une opportunité pour les étudiants qui n'ont pas été avec nous lors de l'explication et pour les étudiants ayant toujours des lacunes dans des parties du premier principe de la thermodynamique. Donc, je commence l'explication. Comme on sait très bien que, ou bien comme je vous ai expliqué, que la thermodynamique est une science qui permet d'étudier les échanges énergétiques entre un système thermodynamique et le milieu extérieur, ou bien l'univers. Et je vous ai expliqué aussi que ces échanges énergétiques sont présentés sous la forme d'une énergie thermique et énergie mécanique. Donc, ces échanges énergétiques peuvent être une énergie thermique ou bien une énergie mécanique. Donc, nous avons déjà expliqué c'est quoi une transformation, qu'il s'agit d'un passage d'un état thermodynamique vers un autre. Et on sait très bien que les états thermodynamiques sont souvent, ou bien sont en principe, caractérisés ou bien décrits par des grandeurs d'état telles que la pression, le volume, le nombre de moles, la température, etc. Donc, pour le premier principe de la thermodynamique, on sait qu'une transformation d'un état A ou bien un passage d'un état A à un état B, c'est une transformation. C'est le premier principe de la thermodynamique. Cette transformation pourrait être faite de plusieurs chemins. Si on prend par exemple le chemin direct, le passage de A à B par un chemin direct, le passage de A à B par un chemin en passant par 1, puis 2, puis on passe à B, ou bien il y a un autre chemin où on peut passer par 2' et puis à B. Il faut comprendre que selon le premier principe de la thermodynamique, il y a une conservation de l'énergie. Généralement, l'énergie ou bien la variation de l'énergie ici pour ce chemin direct de A à B est égale à la même chose ou bien est égale à la même chose que le deuxième chemin en passant par 1 et 2. Et est égale à la même chose en passant par 2'. Donc, on peut dire que il n'y a pas, l'énergie ne dépend que de l'état final et de l'état initial, c'est-à-dire l'énergie généralement est une fonction d'état. On peut dire que, selon le premier principe de la thermodynamique, il existe une fonction qui regroupe l'ensemble des énergies, appelée la variation des énergies internes, ou bien l'énergie interne, qui est égale à U final moins U initial, est égale à l'ensemble des énergies. Et cette énergie interne est égale et la même pour quel que soit le chemin suivi. C'est-à-dire que l'énergie interne delta U ne dépend pas du chemin suivi. Donc, c'est une fonction d'état. Elle dépend que de l'état final qui est B et de l'état initial qui est A. Donc, on sait bien je vous ai expliqué dans le diapo précédent que delta U est égal à l'ensemble des énergies. Et je vous ai expliqué déjà que ces énergies peuvent être sous forme d'une énergie thermique qui est présentée sous forme de chaleur. Et on m'a déjà expliqué que la chaleur peut être déterminée selon le cas par l'équation de N fois C fois dt, dont C est égal à la capacité calorifique ou bien l'énergie nécessaire pour monter la température d'1 degré Celsius ou Kelvin d'un corps de 1 mole, ou bien ici est égal à mc fois delta T, et C c'est la capacité calorifique, ou bien c'est l'énergie nécessaire pour monter la chaleur d'1 Kelvin ou bien d'1 degré Celsius pour un corps de 1 gramme. Et je vous ai déjà dit qu'il faut faire attention aux unités. Si, par exemple, la capacité calorifique est donnée en grammes, il faut prendre ou bien il faut chercher ou bien appliquer avec une masse en grammes. Et si la capacité calorifique est donnée en kilogrammes, il faut chercher la masse en kilogrammes. Alors, soit une énergie thermique, comme je vous ai déjà expliqué sous forme de chaleur, ou bien une énergie
mécanique qui est sous forme de travail. Et donc, on a expliqué déjà que le travail est égal à moins P dV. Donc, on peut dire que delta U, elle regroupe l'énergie thermique, l'énergie mécanique, et par conséquence, delta U est égal à Q plus W. Et nous avons expliqué déjà que delta U est une fonction delta, c'est-à-dire que delta U, quel que soit le chemin, est égal à la même chose, alors que ici, delta U2 est égal, delta U1 est égal, delta U3, donc delta U est une fonction delta. Cette delta U est toujours liée, comme on a expliqué, comme on a montré dans l'équation, à une chaleur et un travail. Donc, ce chemin est accompagné avec une chaleur Q1 et un travail W1. Ce chemin-là est accompagné avec une chaleur Q2 bien caractérisée par une chaleur Q2 et un travail W2. Et ce chemin-là est caractérisé par une chaleur Q3 et un travail W3. Il faut comprendre que la chaleur ici n'égale pas la même chose qu'ici, Donc, Q1 n'égale pas Q2, n'égale pas Q3. Donc, le Q1 n'est pas une fonction delta. Tandis que, ou bien la même chose pour W1. W1 ici n'égale pas W2 ici, n'égale pas W3 ici. Donc Q1, Q2, ou bien Q et W ne sont pas des fonctions delta. Et c'est là où on peut comprendre ce principe, la conservation d'énergie. Selon le premier principe de la thermodynamique, l'énergie n'est ni créée ni détruite, mais elle est transformée. Comment ça? Donc on peut dire, si on prend par exemple que delta U est égal à 4 joules par mol. Et on suppose que Q, pour ce chemin, est égal à 2 joules par mol. Et W ici est égal à 2 joules par mol. Si on prend par exemple ce deuxième chemin-là, delta U doit être forcément égal à 4 joules par mol parce que delta U généralement est une fonction d'état, il ne dépend pas du chemin suivi. Et si on a par exemple Q est égal à 3 joules par mol, tandis que Q ici, il était égal à 2, donc W doit être égal à 1 pour que l'ensemble est égal à 4 et pour qu'on garde le principe de la conservation d'énergie. Donc, généralement, d'une manière générale, quand Q ou bien quand la chaleur augmente, le travail diminue ou bien la même chose et vice-versa. Quand le travail ou bien l'énergie mécanique augmente, l'énergie thermique diminue. Donc ici, il faut comprendre que la même chose dans le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie est souvent liée à une autre fonction d'état, c'est-à-dire qu'une nouvelle fonction qu'on l'appelle l'enthalpie et qu'elle présente l'énergie liée à la compression ou à la dilatation du corps. Et cette delta H est une fonction d'état, donc elle ne dépend pas du chemin suivi, la même chose pour delta U. Donc, pour quel que soit le chemin suivi, delta H égale la même chose, donc elle dépend de l'état final et l'état initial. C'est pourquoi delta H égale HF moins HI est égal delta U plus delta PV. Donc, ces deux équations, il faut les apprendre par cœur. Donc, il faut comprendre que dans certains cas, on vous donne dans les exercices de calculer delta U. À partir de delta U, on vous demande de déterminer ou bien déduire delta H, ou bien des fois, selon les cas, on vous demande premièrement de calculer delta H, et puis à partir de delta H, on vous demande de déduire delta U. On va traiter ces cas un par un. Donc, on peut commencer par que les transformations sont plusieurs types. Il y a une transformation isotherme où la température, ou bien dans la température est égale à constante, une transformation isobare, pression est égale à constante, une transformation isocore, volume est égal à constant, etc. On peut commencer par une transformation isotherme. Ici, quand on dit une transformation isotherme dans la thermochimie, on doit penser directement à la première loi de Joule qui énonce que l'énergie interne, c'est-à-dire delta U, dans le cas d'un gaz parfait. Donc, je souligne sur gaz parfait. Cette loi n'est valable que pour les gaz parfaits. Delta U ne dépend que de la température. Donc, il faut comprendre que pour une transformation isotherme, il n'y a pas d'équation de température.
température, il n'y a pas de variation de température. Donc, delta U est égal à 0 et on fait toujours entre parenthèses selon la première loi de Joule. À partir de delta U, on peut déduire delta H. On sait que H est égal à U plus PV. Je l'ai cité déjà ici. Donc, D de H est égal à D de U plus D de PV. Donc, D de H, à partir duquel on peut déduire que D de H, D de U, la même chose, est égal à D de NRT. Pourquoi? Parce que PV est égal à NRT. On est dans les cas des gaz parfaits. On est en train d'étudier des gaz parfaits. Donc, par conséquent, selon la première loi de Joule, DU ou delta U est égal à 0. Voilà, c'est ici. Et dérivé d'une constante. Pourquoi une constante? Généralement, on vous donne N, c'est-à-dire le nombre de moles constant. R est une constante et la température dans une transformation isotherme est une constante. Donc, dérivé d'une constante est égal à 0. Par conséquent, delta H est égal à 0. Donc, pour le cas de transformation isochore, souvent, on vous demande de chercher delta U. À partir de delta U, on doit déterminer delta H par une nouvelle relation qu'on va la traiter dans le prochain diapo. Donc, on sait que U est égal à Q plus PV. Là, il n'y a pas de problème. On sait que D de U est égal, je vais dériver, c'est-à-dire que D de U est égal à D de QV. Pourquoi QV? Parce que une transformation isochore, on doit noter que la chaleur doit être décrite par QV, c'est-à-dire ou bien même la capacité calorifique doit être présentée par CV, c'est-à-dire que la capacité calorifique à volume constant, bien la chaleur à volume constant. Donc, ce V symbolise que le volume est constant. Plus D de V, on sait très bien que D de U, on sait très bien que QV est égal à N fois CV fois DT. Je l'ai expliqué dans le diapo précédent. On sait très bien aussi que dW est égal à moins P dV. On l'a déjà expliqué en cours. Et puisque V est égal à constante, alors D de V est égal à 0. Et par conséquent, delta U est égal à NCV dt. Nous avons déjà parlé de la première loi de Joule que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Donc, par conséquent, pour quel que soit le système ou bien la transformation, delta U est égal toujours NCV dt, donc il faut l'apprendre par cœur. Et delta H, dans ce cas de transformation isochore, on va la déterminer et je vais vous montrer comment on peut la déterminer dans le diapo ou bien dans le prochain diapo. Donc, pour une transformation isoda, on ne vous demande pas de chercher delta U, mais on vous demande de chercher delta H. Donc, delta H, on sait très bien que H est égal à U plus PV, puisque delta H est égal à delta U plus delta PV. Donc, D de H, je vais dériver est égal à D de U plus D de PV. Donc, D de H est égal à D de, on sait très bien ici que U est égal à Q plus W. Donc, Q plus W. Pourquoi QP? Parce que la pression est égale constante. Et ici, plus D de PV. Donc, D de H est égal à dQP moins PdV. Il faut comprendre que le dérivé de deux fonctions, ou bien du produit de deux fonctions, par exemple, U fois V' est égal à U' fois V plus V'. Et c'est la même chose qu'on a fait ici. D de PV est égal à P dV plus V dP. Il faut comprendre ici qu'il y a moins PdV plus PdV, on peut simplifier, plus VdP, VdP dérivé d'une constante est égal à 0, et 0 fois V est égal à 0. Donc, D de H est égal à D de QP, et par conséquence, delta H est égal, QP est égal NCP dt. Et selon toujours la première loi de Joule, delta H, on l'a montré ici qu'elle ne dépend aussi que de la température. Donc, delta H est égal à NCP dt. Et c'est toujours, donc, pour quel que soit le cas, delta H est égal à NCP dt. Donc là, je vous ai montré qu'on a traité différentes situations, bien différentes transformations selon les conditions. Pour une transformation isotherme, généralement, delta H et delta U est égal à 0, les deux. Pour une transformation isochore, il faut chercher delta U est égal à NCV dt. À partir de delta U, je vais vous montrer comment on peut déterminer delta H. Et pour une transformation isobare, il faut chercher delta H est égal à NCP
dt à partir de delta H, on vous demande de trouver delta U. Donc là, on va essayer de traiter la relation entre delta U est égal l'énergie interne et delta H l'enthalpie. Il faut comprendre que cette partie comprend deux cas. Il y a le cas des condensés, c'est-à-dire solide plus liquide. Il y a le cas des gaz. Il faut comprendre que pour les condensés, c'est-à-dire le cas des solides et liquides, les phases condensées sont peu dilatables et peu compressibles. C'est-à-dire que les phases solides et liquides sont peu dilatables. Il y a vraiment, il n'y a pas de variation de volume et par conséquence de pression. Généralement, dans les cas de condensés, le volume et la pression sont constants. Donc, comme on sait très bien, H est égal à U plus PV. Je l'ai déjà montré dans le diapo précédent, pas la peine de revenir. Donc, je peux dériver D de H égale D de U plus D de PV. Il n'y a pas de problème. Il faut comprendre ici que la pression est égale à constante, volume est égal à constant, le produit de constante est égal à constante et dérivé d'une constante est égal à 0. Donc, D de H est égal à D de U implique que delta H est égal à delta U. Et comme bonus, donc pour les cas de condensé, il faut comprendre que l'enthalpie est égale à l'énergie interne. Et comme bonus, des fois, ici, on vous donne par exemple dans les CP, on vous donne pas CV. Donc pour les solides et les liquides, il faut comprendre que à partir de cette relation, on sait que delta H est égal à NCP dt, delta U est égal à NCV dt. Donc il n'y a pas de problème. Donc on peut simplifier avec dt ici, n ici, n ici, et ça va donner que Cp est égal à CV. Donc pour les gaz, ça sera autre chose généralement. H est égal à U plus PV. Donc D de H est égal à D de U plus D de PV. À partir de l'équation des gaz parfaits, on sait très bien que PV est égal à nRT. Donc D de H est égal à D de U plus D de nRT, alors que delta H est égal à delta U plus delta nRT. Et là, selon le cas, des fois, on fait delta N. On va la traiter après dans les séances TD. Soit on fait delta T selon le cas, comme on a fait dans l'exercice 6. Donc, comme bonus, ici, la même chose. Des fois, on vous donne CP, on ne vous donne pas CV pour les gaz. Donc, on sait très bien à partir de cette relation que D de H est égal à D de U plus D de nRT. Donc, D de H est égal à NCP dt, D de U est égal à NCV dt, D de nRT reste la même chose, ou bien NR dt. Donc, ici, on peut simplifier avec dt, il n'y a pas de problème, et avec n, pour que ça donne que Cp est égal à Cv plus R, alors que Cp moins Cv est égal à R. Et merci pour votre attention.